Bonjour et bienvenue dans Long Live, le podcast de la longévité. Aujourd'hui, nous abordons un thème central, l'alcool. Central parce que l'alcool est présent dans une majorité de cultures au quotidien et lors de chaque événement. C'est un marqueur social et comme c'est un compagnon de route qui nous suit toute notre vie, mieux vaut savoir comment se positionner. Alors faut-il l'éviter ? Peut-on s'autoriser parfois l'excès ? Et comment guider nos enfants face à l'alcool ? Et bien sûr, comment savoir si on est dépendant ou pas ? Nous recevons le docteur Christelle Pey-Bernard, psychiatre, addictologue. Elle vient de sortir un livre, Mieux se protéger de la dépendance à l'alcool, aux éditions Duno. Nous enregistrons cet épisode chez Wojo, notre espace de coworking préféré en plein centre de Paris. Bonne écoute! Bonjour docteur Christelle Pey-Bernard, merci beaucoup de répondre à nos questions. On parle aujourd'hui de l'alcool puisque vous êtes une experte du sujet. Vous êtes experte aussi des addictions et vous avez écrit ce livre « Mieux se protéger des dépendances à l'alcool ». Bonjour Lucille et je tiens vraiment à vous remercier pour cette invitation. Je suis ravie d'être là. Eh bien, merci. Partagez et on va parler donc de la dépendance à l'alcool et peut-être aussi de cette zone grise où on boit, on n'est pas forcément dépendant. C'est vrai qu'en plus, récemment, j'ai participé moi, à un documentaire où ce qui était plutôt fait pour parler de la consommation de l'alcool chez les femmes, qui était un peu trop, moi j'ai trouvé dans ce documentaire, sur l'addiction. Comment est-ce qu'on sait si on est dans une consommation néfaste, dépendante à l'alcool ? Comment est-ce qu'on arrive à s'auto-évaluer ? Alors justement, c'est toute la question, la complexité de la question et c'est exactement pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. C'est pour m'adresser justement aux personnes qui sont dans cette zone d'ombre. Parce qu'on a beaucoup d'ouvrages qui s'adressent aux personnes dépendantes, comme vous le dites, c'est-à-dire l'addiction et personnes dépendantes, pour leur dire comment on fait, quel est le parcours de résilience, comment on fait pour arrêter. Mais on a du mal à s'adresser aux personnes qui sont dans cette zone grise ou cette zone d'ombre. Et pour ça, il faut prendre tout un tas de paramètres qui sont à la fois les paramètres quantitatifs de combien je bois. Donc ça, on pourra peut-être y revenir plus tard. Mais on a des critères OMS sur les quantités, les recommandations de consommation. J'insiste bien, à moindre risque, puisqu'il n'y a plus de consommation sans risque. Peut-être on y reviendra aussi. Et puis tout un tas d'autres paramètres qui sont liés à la personne, c'est-à-dire des facteurs internes, le corps, la santé, la génétique, et des facteurs externes qui sont tout l'environnement, la culture, l'éducation, voilà. Et tout ça fait qu'on a un ensemble de choses qui influencent et qui font qu'on va être plus ou moins fragile face à l'addiction. Mais alors, par exemple, parce que c'est vrai que souvent, l'addiction à l'alcool, on s'imagine la personne qui boit un gin dès le petit déjeuner. C'est ça. Ou voilà, qui est déjà au picon-bière à 11h30. C'est ça. Bon, on arrive à l'imaginer, à voir à peu près ce que c'est, mais par exemple, si on boit un peu tous les jours, mais par exemple juste le soir, vers 19h, fin de journée, une ou deux bières, un ou deux verres, est-ce que ça, c'est déjà de la dépendance ou bien c'est juste une surconsommation à risque ? En fait, déjà, comment est-ce qu'on arrive à se repère ? Déjà, le plus grand signe d'alerte, je crois qu'on peut dire, si je n'arrive pas à m'arrêter, si je ne peux pas m'en passer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors, si on n'arrive pas à s'en passer, combien de temps ? Parce que est-ce que si on arrive à arrêter de boire 2-3 jours, c'est combien de temps ? Est-ce qu'il faut faire un test pour savoir si on est plus ou moins dépendant ? En général, 24 heures, ça suffit. Si on a du mal à s'en passer pendant 24 heures, déjà, il faut s'alerter. Et puis, l'autre signe d'alerte, c'est aussi j'ai l'intention de consommer raisonnablement, par exemple un verre, 2 verres, et ça m'échappe. En fait, je perds le contrôle. Donc si par exemple on se dit un samedi soir, on est invité chez des amis, on se dit je vais boire que 2 verres et finalement on en a bu 7. C'est ça. On boit plus que ce qu'on aurait pensé boire et on prend des risques, on se met en danger. Donc c'est vrai que soit on a du mal à s'en passer, donc déjà au bout de 24 heures ça nous manque et on n'est pas en mesure de s'arrêter de consommer plusieurs jours, soit on boit plus que ce qu'on a prévu parce que ça nous échappe. Là c'est vraiment, je pense, les deux grands signes d'alerte qui font qu'il faut se poser la question. Je pense que ça, par exemple, ça nous échappe une soirée.
y a beaucoup de personnes qui sont concernées, qui arrivent à une soirée, j'ai pas envie de trop boire. Finalement, je bois 1 ou 2 verres parce que voilà, c'était comme ça et voilà, la soirée continue. Ben, moi, par exemple, typiquement, j'étais vraiment là-dedans. C'est-à-dire que je buvais, je me disais, tiens, j'ai pas trop envie de boire ce soir. Hop, un apéro, machin, un dîner avec des amis, 1 ou 2 verres et finalement, j'en ai bu 6-7. Voilà. Sans aller boire le lendemain au petit déjeuner, hein. Alors là, on n'est pas dans la dépendance, mais par contre, on va être dans ce qu'on appelle un trouble de l'usage, c'est-à-dire soit un usage à risque, c'est-à-dire que par rapport à la quantité qu'on a bu, c'est déjà toxique pour le corps parce qu'on a bu trop en quantité, donc ça va être toxique pour le corps, pour le cerveau, etc. Soit que ça risque de nous faire prendre des risques inutiles, par exemple pour un jeune ou un adolescent de pratiquer une relation intime alors qu'on n'avait pas l'intention de le faire autrement ou d'oublier de se protéger, ou alors de prendre son véhicule par exemple alors qu'on n'a plus toutes ses capacités de jugement. Donc ça nous fait prendre des risques. Ou alors l'usage nocif. L'usage nocif, c'est quand on a trop consommé et du coup il nous arrive des choses négatives à cause de cet usage. Donc on a un accident, on perd son permis, on arrive en retard au travail, ou on n'a pas les idées claires, on fait une erreur, enfin vous voyez, des éléments comme ça. Oui, finalement c'est des petits aléas du quotidien. Oui. Par exemple, pas bien réviser son examen, arriver au travail un peu défait et voilà, pas être bien concentré. Oui. C'est pas vraiment de la dépendance, mais un peu, en fait, c'est de l'usage nocif, c'est de l'usage à risque ou de l'usage nocif. L'usage nocif, en fait, entre l'usage à risque et l'usage nocif, on a la même notion d'excès, de toxicité potentielle, sauf que dans l'usage nocif, il y a des conséquences. L'usage à risque, il n'y en a pas encore, mais on sait que compte tenu des quantités, il y en aura forcément à un moment donné. C'est un peu la roulette russe, en fait. Et c'est presque normalisé, ça, finalement, d'arriver, par exemple, après un jeudi soir, drinks after work, et le vendredi matin, tu arrives au travail avec la gueule de bois. C'est presque normalisé dans certains milieux, c'est un peu drôle, on en rit. C'est ça. Alors beaucoup moins maintenant et tant mieux, mais c'est vrai que l'alcool est encore trop valorisé et encore on incite trop encore à consommer de l'alcool. C'est vrai, sans qu'il y ait une vraie prise de conscience finalement des dangers. Donc ça vient de plus en plus dans les dernières études qu'on a. Je crois qu'on est à peu près plus de 85% de la population qui considère que l'alcool peut être dangereux. Donc ça, c'est bien. On a l'impression que les consciences se réveillent. Mais voilà, l'alcool est encore très culturel, très associé à la fête. En France et partout en Europe, c'est sûr. Donc, et dans le monde. Et dans le monde. Donc ça, il ne s'agit pas de le remettre en question ni de diaboliser l'alcool, mais d'arriver à ce que les personnes aient vraiment en tête les dangers qui existent et comment on s'alerte. Parce que, en fait, moi, ce qui m'a motivée d'écrire aussi ce livre, c'est de dire aux personnes, regardez quand c'est grave, comment c'est grave. Et justement, ça vaut vraiment la peine de réagir avant et de faire quelque chose. Parce qu'avant la dépendance et l'addiction, on peut vraiment redresser et revenir en arrière. Et pas en arriver à ce qu'on voit dans ce reportage, en effet, ou dans le film, ce reportage Alcoolisme au féminin, elle brise les tabous, elle est venue dans la continuité du film Des jours meilleurs. Et là, on voit la gravité de ce que vivent ces femmes, puisque ça parle de l'alcool au féminin. Mais est-ce qu'on va forcément devenir dépendant ? En fait, c'est aussi ça. Parfois, les gens ne se sentent pas concernés par la dépendance parce que, justement, on arrive à arrêter 24 heures ou à ne pas boire pendant 3 jours. Ou pendant 2 semaines ne pas boire et puis après reprendre une consommation un peu excessive. En fait, c'est vrai qu'il y a presque un peu un mur entre peut-être l'abus, la surconsommation et vraiment cette dépendance. Est-ce que quand on est en surconsommation, on va forcément devenir dépendant ? Non,
Non, pas forcément. Et justement, il faut bien comprendre qu'il y a tout un tas de critères à ce moment-là qui vont rentrer en jeu et on va avoir ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une vulnérabilité. En fait, pour parler plus clairement, c'est une fragilité. Certains vont être plus fragiles que d'autres parce qu'on n'est pas tous égaux face à l'addiction. Et en fonction, je vais donner des exemples concrets, ça va être plus facile. Par exemple, on parle souvent de génétique. Alors, la dépendance n'est pas du tout héréditaire, mais il y a une fragilité génétique. C'est-à-dire que si on a un parent ou un grand-parent ou un oncle proche qui a eu un problème de dépendance à l'alcool, on va être à peu près 2 fois plus fragile que quelqu'un d'autre à l'alcool. Donc, il va falloir faire 2 fois plus attention. Mais pour autant, on ne va pas forcément devenir dépendant à l'alcool. Mais il faut savoir qu'on va avoir un risque multiplié par 2. Un autre exemple, par exemple, si on a des parents qui consommaient tous les jours du vin à table, ça va nous paraître normal, ça va être normalisé. Si nos parents nous ont appris qu'il faut faire attention avec l'alcool, on va le prendre en compte, ça sera dans nos critères éducatifs, on aura eu cet élément-là. Donc tout ça sont les influences extérieures. Ok. Donc c'est entre le génétique et le phénotype, entre l'environnement et nos gènes vraiment cellulaires, quoi. Voilà, donc il y a nos gènes, il y a l'environnement, donc l'éducation, la société, il y a l'accessibilité aux produits aussi. Si on est dans un environnement où beaucoup de copains consomment, on va être plus incité à boire que si, par exemple, alors je ne vais pas faire des clichés, mais si on a des copains qui sont très sportifs, en général, les sportifs consomment moins d'alcool parce qu'ils sont plus, enfin, voilà, peut-être que je prends pas le bon forcément dans tous les univers. D'accord. En fait, le sportif a presque parfois un comportement proche de l'addiction, ou en tout cas de la surconsommation du sport pour se sentir bien. Et donc, parfois, consomme aussi, du coup, de la drogue ou de l'alcool, toujours pour flirter avec le work hard, play hard. Donc, peut-être sportif, ça dépend, quoi. Voilà, en tout cas, l'environnement va influencer le rapport à l'alcool, ça, c'est sûr. Et puis, au niveau de la culture en France, dès qu'il est question d'invitation ou de fête, on va forcément nous proposer de l'alcool parce que c'est très lié au caractère festif. Pourquoi est-ce que c'est si dur de pas boire ? Je veux dire, c'est quand même incroyable. Enfin, même encore moi, ça fait plus de 2 ans que je bois plus, pratiquement plus. Même encore maintenant, je trouve que c'est quand même difficile d'arriver avec une bouteille de champagne sans alcool ou d'arriver avec des softs chez des amis sans amener une bouteille alcoolisée. C'est vraiment très difficile. Vraiment. Oui, c'est vraiment très difficile parce que finalement, on se sent obligé de. On se sent obligé de consommer et on fait plus appel, moi j'appelle ça son consentement éclairé. Et c'est ça, nous, qu'on voudrait, les addictologues, c'est qu'on puisse, chacun puisse choisir de consommer ou pas de l'alcool en fonction d'un choix éclairé. C'est-à-dire avoir les vraies informations relativement aux risques liés à l'alcool. C'est vrai qu'en France, la plupart d'entre nous consomment de l'alcool et les 80% d'entre nous n'a pas de problème avec l'alcool. Mais on a, comme ce que vous notiez tout à l'heure, la zone grise et noire, les 20% qui ont un problème avec l'alcool. Et ces 20%-là se sentent aussi souvent obligés d'eux ou culpabilisés de refuser cet alcool et n'ont pas forcément les éléments, parce qu'on a aussi du mal à faire passer les bons messages. Parce qu'en France, on a des lobbies qui sont très forts par rapport à l'alcool et qui ont véhiculé et qui continuent aussi à véhiculer des messages qui sont faux, comme des fausses croyances, comme le vin serait bon pour la santé, ou etc., etc. Les antioxydants, polyphénols. Voilà, donc tout ça, c'est faux. C'est faux, c'est complètement faux. Ou si on s'hydrate bien ou si on fait du sport, on va éliminer plus vite l'alcool. Tout ça, c'est faux aussi. Le corps a son temps et rien ne fait qu'on éliminera plus vite.
Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir arriver au fait que chacun puisse choisir ou pas de consommer de l'alcool et en quelle quantité, puisse pouvoir s'arrêter quand il veut sans subir cette pression. Et qu'on puisse consommer ce qu'on veut sans avoir un jugement aussi extérieur. Parce que souvent on est jugé. Parce que On est jugé ou on croit qu'on est jugé. Où on croit qu'on est jugé, c'est vrai. Où on croit qu'on est jugé parce que ça renvoie de la culpabilité. Refuser l'alcool, c'est comme si c'était refuser la convivialité. Tout à fait. Or, c'est pas l'alcool qui fait la convivialité, c'est les gens qui font la convivialité. Il faut changer de récit totalement. C'est ça. Mais c'est tellement difficile. Comment est-ce qu'on fait en tant que personne lambda pour justement sortir de ça, sortir de ce récit? Ça demande une force mentale énorme. J'imagine qu'en tant qu'addictologue, vous devez travailler ça avec vos patients. Oui. Addicts ou pas addicts d'ailleurs. On le travaille énormément et le nombre de fois où mes patients m'ont dit « Ah là là, docteur, comment je vais faire pour dire que je ne bois plus ?» Alors ça, moi, je trouve ça incroyable. Alors, comment on fait? C'est très, très bien comme phrase. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on fait? Donc, on essaye de leur faire travailler ça en leur disant, on dit simplement un non, comment dire non, comment affirmer son non et comment être convaincu que ce que vous allez vivre dans cette soirée, ça va être les vraies relations qu'il y a entre les personnes. Puisque justement, c'est pas l'alcool qui fait la convivialité dans un groupe, ce sont les personnes entre elles, les interactions des personnes entre elles. Et finalement, l'alcool laisse l'expression à ce qui existe déjà. La preuve, c'est que dans les cas des violences, notamment les violences conjugales ou les agressions, ou dans les groupes de jeunes, quand il y a de la violence, avec ou sans alcool, il y a la violence et l'alcool permet l'expression de cette violence de la même façon. Donc c'est bien nous, le groupe qui créons la convivialité ou la violence ou les situations humaines. Et finalement, souvent, mes patients s'aperçoivent que lorsqu'ils retirent l'alcool, parfois il n'y a rien. Parce que le seul lien qu'il y avait entre les personnes, c'était la consommation. Et que finalement, chacun était en état d'ébriété, en état second. Et sous cette expérience, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas d'interaction, il n'y avait pas ni amitié, ni discussion. Chacun était dans son coin à raconter n'importe quoi et c'est creux. Donc finalement, ce que vous êtes en train de dire, c'est que quand on enlève l'alcool, on réalise peut-être des relations plus ou moins profondes. En fait, la réalité de la relation avec les gens qu'on a en face. C'est ça. C'est comme quand une personne arrête de consommer et pense, en termes d'addiction, les personnes ne consomment jamais pour rien. C'est jamais gratuit. Souvent, on a des histoires, on a des psychotraumas, on a des souffrances, on a des éléments qui font que la personne a besoin de cette consommation parce qu'elle recherche un effet. C'est toute la question de pourquoi je bois. Et elle a le sentiment, par exemple, des personnes qui nous disent « j'ai l'impression que sous alcool, je suis plus intéressant, je suis plus sûre de moi, etc. » Plus drôle. Voilà, plus drôle. C'est une vision biaisée parce que finalement, quand on les regarde de l'extérieur, ils sont peut-être pas si intéressants que ça, peut-être pas si sûrs d'eux que ça. Et nous, on leur dit « essayez de... » Enfin, ça vaut le coup de découvrir qui vous êtes réellement. C'est ce que disent les personnes qui arrêtent de boire. J'ai découvert qui j'étais, la vraie personne derrière en fait la consommation. En fait, la consommation d'alcool change notre perception de nous-mêmes. C'est ça que vous êtes en train d'expliquer? Ça change la perception de nous-mêmes et la perception des autres complètement. Puisque de toute façon, l'alcool est un psychotrope. Ça, je l'aborde aussi dans le livre, de dire pourquoi on peut comparer l'alcool à une drogue. Parce que l'alcool est une drogue, on peut le dire. Oui, parce que l'alcool a la capacité justement d'aller jusqu'à dans notre cerveau et de modifier nos neuromédiateurs, vous savez, les petites molécules chimiques là qui font qu'elle a la capacité de modifier nos perceptions et nos actions.
Donc, c'est fort quand même, hein, comme... Tout à fait. Voilà, donc à ce titre, l'alcool est une drogue, oui, une drogue légale, tout à fait. Donc, il faut faire attention. Alors, donc, vous parliez juste avant là, de travailler son nom, travailler mon nom, de non, je ne bois pas l'alcool. C'est-à-dire travailler le discours qu'on va avoir avant d'aller se présenter à cette soirée, avec ses amis, à cet apéro, à cet after-work. C'est ça. De travailler déjà son nom en amont. C'est ça, on le travaille beaucoup avec eux et surtout on travaille tous pareil, on a dicto, essayer de les déculpabiliser par rapport à ça. Déjà de leur dire, ce n'est pas normal de vous sentir coupable alors que vous faites quelque chose, vous faites un choix qui est bon pour vous-même et qui est bon pour votre santé. Donc déjà, soyez fiers de vous, c'est la première chose. Voilà, si on choisit d'arrêter de fumer ou de ne pas prendre de drogue, tout le monde va aller dans notre sens et tout le monde va nous féliciter. Donc pourquoi on va commencer à nous culpabiliser si on dit non, je ne souhaite pas boire d'alcool ou peu d'alcool parce que c'est meilleur pour ma santé. Voilà, c'est déjà la première chose. Et puis donc déjà s'auto-convaincre. Voilà, s'auto-convaincre qu'on fait un bon choix. C'est ça dont je parlais tout à l'heure, un choix éclairé. Voilà, je choisis ma façon de consommer pour ma santé et je suis sûre de mon choix parce que je pense que pour moi, c'est le meilleur choix. Voilà, comme je décide, je sais pas moi, d'équilibrer mon alimentation, de faire du sport, de pas fumer. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça finalement. Oui, c'est dans le même principe. Donc, on s'est auto-convaincu, on arrive à cette invitation ou à cet apéro, cette soirée, ce cocktail dînatoire auquel on est tous confrontés dans toutes nos vies, peu importe notre statut social et notre travail. On arrive et donc là, on commande une limonade, par exemple. Et là, tu bois pas? Qu'est-ce que t'as? T'es malade? Oh, t'es chiant. Pourquoi tu bois pas ce soir? C'est ce moment le plus difficile. Et d'ailleurs, moi, c'est une de mes followers là, qui m'avait dit, quand j'ai vraiment annoncé que j'arrêtais de boire, et c'est une phrase qui m'a énormément aidée, c'est que c'est le premier verre à refuser qui est le plus difficile. C'est ça. C'est le premier verre à refuser qui est le plus difficile. Et pourquoi s'en justifier? Souvent, moi je dis à mes patients, mais ne vous justifiez pas. C'est simplement non merci. Parce que, pourquoi? Parce qu'on n'a pas à se justifier. Pourquoi? Ou alors, si les personnes sont insistantes, peut-être de leur dire simplement parce que je n'ai pas envie. J'ai simplement pas envie. Et si la personne insiste trop, de lui renvoyer, de lui dire mais pourquoi c'est aussi important pour toi que je boive finalement? Qu'est-ce qui fait que le fait que je ne bois pas te dérange? Donc là, on renvoie à l'autre le fait que il va forcer, finalement, il va forcer un choix, il va forcer quelque chose qui nous incombe à nous-mêmes finalement. J'ai pas osé, moi, encore dire cette phrase que je trouve presque un peu trop difficile et du coup rentrer dans la relation un peu conflictuelle, c'est-à-dire pourquoi ça te dérange que je bois pas? Moi, je l'ai pas encore dit ça. Oui, j'ai pas encore osé. Tu vois, ça fait 2 ans et demi que je bois plus. C'est ça. Maintenant, on me le dit moins, c'est vrai, mais j'ai pas trop osé dire ça parce que ça c'est je trouve que ça rentre dans tout de suite déjà un peu dans le conflit. Et j'avais pas envie de ça, en fait. Oui, je comprends. Non, mais c'est sûr que ça, c'est le moyen de défense lorsque vraiment ça devient une question ou alors un jugement. Ah ben, t'es chiant. Donc, en réponse à t'es chiant, c'est vrai qu'on dit, pourquoi je suis chiant? C'est mon choix. Pourquoi c'est aussi important pour toi que je consomme, finalement? Elle est très belle, cette phrase. Mais par contre, elle est difficile, je pense, à l'exprimer. Oui, mais c'est vrai que elle renvoie à la vraie question finalement. Sinon, simplement dire non merci, c'est mon choix simplement, j'ai décidé de ne pas boire. Après, comme vous dites, le premier verre, c'est le verre le plus compliqué à refuser. Alors, quand c'est trop difficile, il peut y avoir des petites stratégies, par exemple, d'arriver avec son cocktail sans alcool. Déjà, d'arriver avec, ou de proposer, de dire... D'arriver avec sa solution. Voilà, d'arriver avec sa solution. Ou si y a une réunion à un restaurant, d'arriver en avance et de commander
en premier son alcool, son verre sans alcool. Ça évite de refuser après, parce que finalement, une fois qu'on a un verre plein, ça y est, on nous pose plus de questions. C'est un peu aussi, j'ai l'impression, le syndrome du verre vide qui pose question. Si on a quelque chose dedans, finalement, on va pas nous demander ce qu'on a. Donc, Et tout autant, si on a un verre d'alcool rempli qu'on ne boit pas, c'est difficile, mais on va pas nous resservir ou nous demander si on reprend. C'est ça. Donc, garder son verre plein, c'est une bonne stratégie. Ou le re-remplir avec difficile, hein. Oui, c'est ça. Ou le re-remplir avec du sans-alcool. Voilà, alterner, si on veut. Ça, ce sont des stratégies aussi, alterner. On prend de l'alcool, on alterne avec du sans-alcool. Ça permet d'étaler aussi la consommation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les risques, qu'on comprenne bien en fait ? Parce que je pense qu'on a sous-estimé pendant des décennies, des siècles même peut-être, les effets de l'alcool, peut-être au départ méconnus, maintenant connus mais sous-estimés. Les effets de l'alcool sur les individus et aussi notamment chez les femmes. Je répète, les femmes ne sont pas des petits hommes, mais des êtres humains qui ont un fonctionnement différent. Et en fait, c'est vrai qu'on commence à réaliser les effets encore plus importants de l'alcool sur le corps féminin. Oui. Alors la femme est beaucoup plus vulnérable que l'homme à l'alcool. Donc l'alcool impacte plus fort et plus vite pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on est plus petite, on a un volume donc plus restreint. Sanguin. Voilà, volume sanguin, un volume corporel. Un volume corporel, un volume d'eau. L'alcool se dilue dans l'eau et on a un volume d'eau moindre. Donc, si on compare un homme et une femme de même taille, même poids, on a moins d'eau et plus de graisse. Voilà, c'est comme ça, constitutionnellement. Donc, l'alcool va se diluer dans un volume plus petit. Donc, forcément, l'alcoolémie va être plus élevée. Voilà, si vous consommez la même quantité d'alcool, vous et un homme de même corpulence, votre alcoolémie sera plus haute chez vous parce que vous avez moins d'eau dans le corps, déjà. Et d'autre part, on a un équipement d'enzymes dans le foie, donc c'est ce qui permet de dégrader l'alcool. On a un équipement enzymatique moins performant, donc qui élimine l'alcool plus lentement, et donc l'alcool va se dégrader moins vite et va avoir le temps de faire plus de dégâts. Donc, on est plus fragile, on est impacté plus rapidement. Et quand on parle de dégâts, c'est quoi ? C'est immédiatement sur le système du cerveau, parce que c'est ça qu'on ressent le plus. Et après, il y a des effets plus long terme. Comment est-ce qu'on peut les quantifier ? Alors, les dégâts sont la plupart du temps, c'est vrai, à plus long terme. Faut bien le reconnaître. Mais dès qu'on consomme trop d'alcool, le corps est déjà débordé, en fait, par l'excès d'alcool. Donc, au niveau du cerveau, pour essayer de balayer un petit peu, une grande quantité d'alcool va avoir un effet directement toxique sur le cerveau. Ça va tuer des neurones, concrètement. Donc, si on le fait un peu trop souvent, un peu trop régulièrement, le cerveau ne va plus avoir la capacité de récupérer. Donc, on peut avoir des séquelles avec des vraies atrophies cérébrales qu'on peut voir sur l'imagerie, des imageries de cerveau, Et par ça, exemple. c'est combien de verres par semaine ou par mois ? Est-ce que ça, on peut déjà le dire sur un long terme ? Il y a les critères OMS qui ont été rendus. C'est pas plus de 2 verres par jour, avec au moins 2 jours par semaine sans alcool. Donc c'est 10 verres par semaine max, mais pas en mode 10 verres le samedi soir. C'est ça, c'est 10 verres par semaine max. Et par prise, ne pas excéder 3 à 4 verres par prise. Parce que c'est vrai que certaines personnes me disent « Ah, bah, c'est bon, je ne bois pas la semaine et je prends 10 verres le samedi. » Là, non. C'est vrai que la quantité d'alcool qui déferle dans le cerveau va être toxique pour le cerveau et va altérer son fonctionnement.
Voilà, pour le foie, pour le foie, le reste des organes, hein, c'est pareil. On a une toxicité directe et on a une toxicité qui est liée aux produits de dégradation de l'alcool, qui sont aussi cancérigènes. Dans le foie, l'alcool est dégradé, par exemple, en acétaldéhyde, et cet acétaldéhyde est cancérigène et en plus est stocké dans les graisses. Donc, si on consomme régulièrement, on va stocker ça et ça va favoriser dès un verre par jour. On a les risques de cancer qui augmentent, notamment le cancer du sein chez la femme. Le cancer du sein directement lié à la consommation d'alcool. C'est ça. Et ça, on le dit peu. C'est pour ça que c'est intéressant de le rappeler. Parce qu'il y a une explosion du cancer du sein, notamment en France. Oui. On est numéro 1 mondial du cancer du sein. Oui, parce que les femmes consomment plus, malheureusement. Surtout celles de ma génération, comme on disait tout à l'heure hors enregistrement, c'est que y a toute une génération de femmes qui, au moment de l'émancipation féminine, ont consommé, devaient entre guillemets consommer comme des hommes dans des milieux masculins pour pouvoir s'affirmer et être acceptées. C'est ça, parce que c'est vrai que les générations de ma grand-mère, peut-être la vôtre aussi, née dans les années début du XXe siècle, 1920, 1930, sont des femmes qui n'ont pas trop bu d'alcool, qui étaient élevées justement à pas boire d'alcool. En tout cas, moi, dans un milieu plutôt rural, vraiment les femmes ne buvaient pas. Oui, les femmes étaient à la maison, ils s'occupaient des enfants. Et ne buvaient pas. Enfin, c'était pas du tout un produit qui leur était concerné. Plutôt même élevées à pas aimer l'alcool, à trouver que c'était trop fort. Et il y a eu vraiment un switch pour les femmes nées dans les années 50, 60, 70, 80. C'est ça. Où là, d'un seul coup, l'alcool, c'était normal, fallait boire, aimer le vin. Oui, parce que les femmes se sont mises à travailler, sont arrivées dans des entreprises où il y avait beaucoup d'hommes et devaient boire. Elles le disent, d'ailleurs, les femmes de cette génération qui témoignent de leur parcours de résilience, de sortie de l'alcool, disent « Pour me faire accepter, je devais boire comme un homme ». Voilà. Ça faisait partie de l'acceptation, du statut. Tout à fait, des critères d'acceptation aussi dans les entreprises, dans le milieu du travail, pour se faire accepter. Voilà. Maintenant, au niveau des jeunes, on le retrouve aussi. Les filles se mettent presque à boire plus que les garçons pour celles qui consomment. Vous pensez qu'il va y avoir un switch, un peu comme la cigarette aussi ? À un moment donné, il y avait plus de femmes qui fumaient que d'hommes, ou en tout cas vraiment une égalité et un dépassement de consommation? J'espère que non. Mais est-ce que c'est des tendances que vous constatez? Alors, ce qu'on constate chez les jeunes, c'est que globalement, ils consomment beaucoup moins, comme le reste de la population. Bon, ça c'est bien. Voilà. Par contre, les modes de consommation ont changé pour le binge drinking, et là, c'est vraiment une catastrophe, notamment pour le cerveau. Le binge drinking, c'est boire beaucoup d'alcool en peu de temps. Typiquement vendredi soir ou samedi soir, se mettre la race. Voilà. Voire faire des jeux autour de l'alcool avec des paris. Il y a des tas de choses comme ça. Et là, la mise en danger, elle est maximum. Donc, et les filles, les filles, ils vont presque plus que les garçons dans ces moments-là. La mise en danger est maximum. On a du mal à comprendre, en fait. Parce que finalement, peut-être les femmes de ma génération, on y est passé. On l'a fait. Ces soirées étudiantes, à boire beaucoup. Et bon, on est là encore. Oui. Donc, en fait, on a du mal peut-être à comprendre ce risque maximum. C'est quoi exactement ? Les risques, les prises de risques au niveau comportement. Donc, c'est essentiellement dans les milieux étudiants, dans la majorité des cas, par exemple, les faits de violence sont dus à des consommations excessives d'alcool. Donc, faits de violence, notamment agression et agression sexuelle, par exemple. L'alcool est en cause dans la grande majorité des cas. Donc, ça montre quand même quelque chose. Les prises de risques au niveau relations aussi intimes, avec oubli de se protéger, donc transmission des maladies sexuellement transmissibles.
Et puis, les risques d'accidents de la route. Hein. Voilà, énormément d'accidents de la route, majoritairement sous l'effet de l'alcool aussi. Donc ça, en regardant dans les chiffres, c'est pas discutable. Moi, j'ai une question aussi concernant la consommation des plus jeunes. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent qui sont mamans, parents, d'enfants de peut-être 14, 15, 16 ans. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Mon fils a 14 ans, donc voilà, il va rentrer au lycée. J'ai dans mon entourage des parents qui donnent de l'alcool à l'apéro à des enfants, peut-être pas 14 ans, bien sûr, mais 16, 17, voilà, ce côté un peu presque ado, pas encore ado. Quelle est la bonne façon en parentalité d'aborder l'alcool ? Est-ce qu'il vaut mieux proposer dans un cadre une consommation d'alcool au foyer, voilà, dans un cadre contrôlé, ou interdire absolument ? Quel est le discours à avoir et les latitudes à avoir en tant que parent ? C'est pas facile. Alors, ni interdire, ni expérimenter dans un cadre, aucun des deux n'est recommandé. Donc, ni interdire, ni proposer dans un cadre. Non, on ne donne pas d'alcool, ça serait très clair en tant que parent, on ne donne pas d'alcool à un adolescent ou à un enfant, encore moins. Il y a beaucoup de parents qui se posent cette question-là, de dire est-ce que lorsqu'on va donner dans un cadre parental, on va pouvoir éduquer ? Et ça a été prouvé scientifiquement, j'en parle dans le livre, que le fait de faire goûter de l'alcool à un adolescent n'est pas approprié parce qu'on va forger son goût et plus tard, il aura plus de risques de consommer de l'alcool. Donc non, on ne fait surtout pas goûter d'alcool à un adolescent. Et plus tard on recule, mieux c'est. Et on lui explique toujours, ouvrir la parole, expliquer pourquoi, ne pas opposer un non simplement qui n'a pas de sens, mais faire de la pédagogie, ça fonctionne. Parce que c'est vrai que finalement, l'enfant va nous regarder, enfin, il nous voit ouvrir un verre de, boire un verre de vin, c'est bon, donc forcément, il y a sa curiosité qui est éveillée. C'est ça. Et on a envie de le faire partager. On a envie de le faire partager comme on aurait envie, très jeune, dans les fêtes de nos enfants, de leur mettre des bouteilles qui ressemblent à des bouteilles. Type Champomy. Voilà, type Champomy. C'est déjà inciter l'enfant et lui faire le lien entre la fête et l'alcool. Donc ça, c'est pas une bonne chose non plus, hein, et de lui montrer, quand tu seras grand, tu feras comme un adulte, tu boiras comme un adulte. Donc ça, c'est pas approprié. Donc on met pas de bouteilles de Champomy aux enfants, comme on ne fait pas goûter de l'alcool à un adolescent. Ok, mais donc là, on se dit, il a aucune expérience avec l'alcool, il va aller faire cette soirée en première, fin de seconde. Il y aura de la bière et peut-être de la vodka. On lui aura parlé, on espère que s'il y a eu une pédagogie parentale efficiente, ce qui est quand même le cas la plupart du temps, hein, si le dialogue a pu être ouvert dès qu'on peut, même très jeune, on peut commencer à parler de psychotropes, de drogue, on ne va pas inciter, on va informer avec les mots adaptés à l'âge évidemment, d'expliquer que ça fait des choses sur le cerveau, qu'après on n'est plus maître de ce qu'on fait, c'est plus nous qui choisissons, que ça peut être dangereux. Le cerveau de l'adolescent se finit de maturer autour de 25 ans. Avant 25 ans, il n'est pas mature. Et le cerveau, oui. Avant 25 ans, il n'est pas mature. Mais... Avant 25 ans, on n'est pas fini, comme je dis. Et bonne info, ça. Voilà. Et le cerveau, donc, mature d'arrière en avant. Donc, à l'arrière du cerveau, pour faire simple, on a toutes les zones primaires, je schématise, mais pour essayer de faire simple, de tous les instincts. En fait, tous les instincts, le circuit automatique, le circuit de la récompense. Donc, tout ce qu'on fait, par exemple, on pose la main sur une plaque chaude, on va la retirer automatiquement parce que notre cerveau nous indique danger, donc on va enlever notre main, ça brûle. Voilà. Il y a un danger, on part en courant parce qu'on a peur, ça c'est un réflexe automatique. En avant, donc on a notre cortex préfrontal, le cortex intelligent,
qui réfléchit et qui rétro-contrôle nos pulsions et nos instincts. Donc, un adolescent va se retrouver en fait avec le cerveau automatique, là où il y a aussi tous les désirs, qui va être mature et un peu hypertrophié relativement au reste. Et la partie corticale qui est capable de contrôler, c'est celui entre autres qui est capable de contrôler, qui n'est pas encore mature. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils ne vont pas avoir une capacité de contrôle d'un adulte et ils vont avoir des désirs déjà d'adultes. Donc ils vont avoir des envies et des réactions aussi, des réactions aux produits qui vont être plus intenses qu'un adulte, sans avoir les capacités de les rétro-réguler. Donc c'est extrêmement dangereux en fait de donner des psychotropes, donc de l'alcool, puisque l'alcool est un psychotrope, à un adolescent. Parce que là, on va prendre le risque de l'installation d'une addiction beaucoup plus rapide. Voilà, c'est pour ça. Par contre, cette réceptivité du cerveau des adolescents est faite pour les stimuler, leur faire faire du sport, des activités ludiques. C'est un cerveau qui est fait pour apprendre, pour être stimulé, mais surtout pas avec des psychotropes. Alors, qu'est-ce qu'on fait en tant que parent? Du coup, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi le discours à avoir pour orienter une relation saine avec l'alcool? Qu'est-ce qu'on dit? On fait de la pédagogie, on explique, on ouvre la parole. On peut expliquer ça, le cerveau maturé, tout ça? C'est hyper intéressant, ça. Ça les intéresse, oui. Ça les intéresse. Nous, on leur explique en prévention, en forum santé, on leur explique, ils sont très intéressés et ils comprennent bien. Il y a ça, ils sont très réceptifs à ça et ils sont aussi très réceptifs à la manipulation que peuvent avoir aussi les médias, par exemple, sur l'incitation. Donc concrètement, les bouteilles d'alcool avec des couleurs assez criardes qui vont inciter à la fête ou qui vont leur faire croire que c'est fun. Hein, voilà, on a récemment des bières qui sont sorties, là, les Woody à 22% d'alcool, c'est juste un scandale. Ah ouais, je connais même pas ça. Ah ouais, ça vient, ça arrive là en France. C'est juste pas possible qu'on autorise ça. On fait croire aux adolescents, alors sous des goûts extrêmement sucrés, que ce sont des boissons festives et vous retrouvez 22% d'alcool là-dedans. Voilà, faut leur dire. Voilà, c'est la cigarette en chocolat qu'on a interdit il y a, je sais plus, 20 ans, 30 ans. D'années, ouais. C'est pareil. Donc ça, c'est des choses, quand on leur dit, ils disent « Ah oui, c'est vrai finalement ». Et quand on leur explique que c'est dangereux pour leur cerveau, pour leur apprentissage, etc., ils le comprennent très bien. Et vous, quelle est votre expérience du coup comme ça avec des adolescents qui peuvent tomber dans la dépendance? Comment est-ce que ça switch en fait? Qu'est-ce qui se passe quand un adolescent consomme peut-être et après devient dépendant? En tant que parent, comment est-ce qu'on s'en rend compte? C'est quoi l'interrupteur en fait? On passe d'un côté à l'autre. Souvent, c'est l'échec scolaire. Hein, ça impacte au niveau des apprentissages. Et ça, c'est l'alcool qui donne des échecs scolaires ou c'est l'échec scolaire qui fait qu'on devient addict? Ça peut être les deux. Hein. C'est toujours l'histoire de l'œuf et la poule. Soit il y a une souffrance qui fait que l'enfant vit quelque chose de difficile, une exclusion, un harcèlement scolaire, une rupture sentimentale, quelque chose qui va impacter, ou une perte dans la famille. Hein. Ça peut être même la perte d'un animal. Parfois, ça peut très impacter. Soit ça peut être l'influence du groupe de copains. Bon, les dépendances chez adolescents, c'est quand même rare. Hein. Voilà, c'est quand même pas fréquent. Sont plus souvent des consommations à risque ou nocives. Voilà. Mais si ça arrive, souvent, il y a une raison
souvent il y a une souffrance derrière. Et c'est très lié à un échec scolaire, parce que à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'ils sont au collège, au lycée. Bon, c'est plutôt au lycée, hein, ou alors après à l'université, dans les études supérieures. On voit que le jeune décroche et que voilà, il y a un problème. Et comment on fait pour justement pas rentrer dans cette confrontation et cette opposition ? Parce que parfois, il peut y avoir des relations qui deviennent super tendues parce qu'on interdit ou on n'autorise pas un grand ado à aller fréquenter un groupe qu'on ne sent pas en tant que parent. Ça peut arriver, parfois on ne sent pas, quoi. On sent que ce n'est pas un bon groupe pour lui ou pour elle. Qu'est-ce qu'on dit à son enfant, qui est encore son enfant, mais bon, il a peut-être 16-17 ans. C'est super difficile, en fait, d'avoir encore de la prise. Oui, c'est très difficile. L'idéal, c'est d'arriver à ouvrir la parole et justement ouvrir la discussion, laisser l'adolescent s'exprimer et puis être à l'écoute et peut-être arriver progressivement à corriger le discours en lui donnant des éléments concrets. C'est-à-dire quoi, ouvrir la parole? C'est-à-dire à l'heure du l'écouter. Comment, c'est quoi la phrase? Qu'est-ce qu'on dit pour pas paraître un peu loser en tant que parent? Parce que parfois c'est aussi ça. Oh, c'est nul, on va pas parler de ça. Enfin, je vois déjà tout à fait les discours que je peux entendre de mon fils ou de mes neveux. C'est quoi, on dit d'un seul coup, allez, ce soir, on parle de l'alcool. Qu'est-ce qu'on dit, en fait? Là, ça risque de coincer, peut-être. Mais bon, il y a bien un moment donné où il va y avoir un prétexte. Ou si vraiment on est inquiet, verbaliser à son jeune. Je suis inquiet en ce moment. Lui dire de choisir. Alors, peut-être pas à table devant tout le monde, mais là, ça va être plutôt en tête-à-tête et venir le voir et lui dire, voilà, je m'inquiète pour toi. J'ai l'impression que tu ne vas pas bien. Est-ce que tu es prêt à en parler avec moi? Enfin, ouvrir la porte, ouvrir le discours et essayer de pouvoir le faire dans la bienveillance. C'est super difficile quand on est inquiet en tant que parent. Et puis, il faut vraiment être prêt aussi en tant que parent à pouvoir entendre ce qu'on va entendre. Et ça, c'est pas facile. Donc, ce que je peux aussi peut-être apporter comme élément, c'est de dire que dans nos XAPA, on reçoit les entourages et on reçoit les jeunes. On a des consultations jeunes consommateurs, justement, qui s'adressent aux moins de 25 ans. Et on reçoit les familles et les entourages. Et ça, c'est important parce que... Et on arrive à emmener comme ça son grand ado dans ce genre de centre? Alors, quand l'ado est mineur, il est mineur. C'est le parent qui décide. Mais bien sûr, vaut mieux que le jeune soit consentant parce que sinon, ça va devenir conflictuel. Il ne parlera pas et de toute façon, ça ne donnera rien du tout. Mais si la situation est vraiment bloquée, ne pas hésiter à venir dans un XAPA en tant que parent. Le parent peut venir seul, en couple, et peut venir parler de la situation pour déjà faire un point. Et ça, c'est vraiment important de le dire, parler de la situation et qu'on puisse évaluer avec eux et dire, voilà, au regard de ça, peut-être je vous conseille tel ou tel discours. Et déjà en parler. Je pense donc on peut consulter en tant que parent un spécialiste qui peut nous donner des clés si on lui raconte l'histoire qu'on a dans sa famille. Il y a les XAPA et il y a les groupes d'entraide aussi, tous les groupes d'entraide qui reçoivent les entourages, donc autant les groupes d'entraide autour de la CAMRUP, la coordination La CAMRUP, la CAMRUP, c'est la coordination des associations de malades alcooliques qui rejoint. On a Vie Libre, la Croix-Bleue, Entraide Addicts, Alcool, Joie et Santé et les Amis de la Santé. Donc ça, c'est une coordination reconnue d'utilité publique. Donc ces associations-là, on a des anciennes personnes malades qui s'occupent des autres et on a aussi beaucoup de patients experts. Donc ce sont des patients qui sont certifiés par France Patients Experts, qui ont fait une formation à l'issue de leur parcours de résilience. On a d'autre part les alcooliques anonymes qui ont des groupes, donc ils s'occupent, ces deux groupes d'associations, à la fois des patients malades et des entourages, y compris des enfants. Donc les alcooliques anonymes ont aussi Al-Anon,
qui s'adresse aux entourages. Et on a l'association COPMA, donc elle qui s'adresse aux entourages et aux enfants, notamment les adultes enfants d'alcooliques, pour aider les familles et les entourages, justement, autour de ce problème, parce que c'est compliqué dans les histoires. Bon, là, on est dans les histoires de dépendance ou même de consommation de jeunes. On peut trouver des ressources pour avoir des conseils. Et dans la même lignée, comment est-ce qu'on fait pour aider un ami, un proche, une sœur, un collègue qu'on côtoie et on ressent qu'il y a une consommation peut-être pas addictive mais trop élevée. C'est très difficile d'en parler. La personne se sent jugée, se justifie énormément. Comment est-ce qu'on fait pour aider sans être non plus moralisateur? La première chose à faire, c'est d'aller la voir et de lui parler. Et effectivement, lui parler, mais avec bienveillance, sans moraliser, mais pareil, de lui dire, quand on signifie à quelqu'un, j'ai l'impression que tu vas mal, je m'inquiète pour toi, en général, ça se passe toujours assez bien. Parce que la personne qui va mal n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui tende la main finalement. Donc en général, ça ouvre la parole et ça ouvre la porte après à pouvoir interagir. Et puis évidemment, il faut du temps. Il faut pas s'attendre à ce que la personne révèle peut-être tout de suite. Ou même si elle marque une résistance, de lui dire d'accord, je ne force pas, mais sache que si tu souhaites me parler, si tu changes d'avis, je suis là. Donc la personne pourra revenir. Elle sait, elle va réfléchir et elle va revenir. En général, ça fonctionne bien. Ok, hyper intéressant ça. C'est vrai que on a quand même tout le monde. Je pense que tout le monde peut penser à quelqu'un dans son entourage. On se rend compte qu'il y a une consommation un peu excessive. Et qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est vrai que parfois, je me sens même aussi confrontée dans le sport ou dans le bien manger. Tu as envie d'aider quelqu'un dans ton entourage. Il y a beaucoup de personnes de ma communauté qui disent ma mère, j'aimerais bien qu'elle se mette au sport, mais on ne peut pas la forcer. Et ce discours-là d'incitation, il n'est pas toujours facile d'autant plus qu'on est proche de la personne, je trouve. Oui, c'est vrai. Plus on est proche, plus c'est compliqué. Mais verbaliser son inquiétude, en général, ça renvoie quelque chose de positif à l'autre. Pas faire un discours moralisateur, tu devrais, je pense que. C'est-à-dire pas lui signifier qu'on pense pour lui ce qu'il devrait faire, mais lui signifier son inquiétude quant à ce qu'on observe. Je m'inquiète, j'ai l'impression que tu ne vas pas bien ou je te trouve fatigué, qu'est-ce que t'en dis? Et là, on écoute ce que la personne va nous dire. Ah, d'accord, donc si tu es fatigué, est-ce que tu penses que l'amener en fait à verbaliser par elle-même ce qui ne va pas? Sans tout de suite dire c'est à cause de l'alcool. Voilà, même si on a sa petite idée, mais arriver à lui faire nommer ce qui ne va pas. Ça demande finalement, tout ce que j'entends, là, depuis qu'on parle, ça demande une énorme prise de recul, en fait. Oui. Finalement, c'est presque faire de la méditation permanente sur la situation dans laquelle on est, en disant, il y a une bouteille de bière ultra colorée qui me dit que ma vie va être géniale, ou que ma soirée va très bien se passer grâce à ça. Là, j'ai un ami... je vois qu'il a l'air de pas très bien aller, mais il faut que j'y aille vraiment doucement et que je m'intéresse vraiment à lui. Là, moi, je me sens dans le jugement, mais il faut que je sorte du truc. En fait, c'est presque une méditation permanente, quoi. Oui, on doit être très fort mentalement pour résister à ça. Oui, c'est très difficile. Et plus on est impliqué affectivement, plus c'est compliqué. C'est pour ça que d'aller voir un professionnel... c'est beaucoup plus adapté parce que un professionnel n'étant pas impliqué affectivement, on va être en mesure d'avoir cette distance-là.
d'avoir ce recul et justement de ne pas vouloir se précipiter comme sauveur, entre guillemets, ou alors de ne pas être indifférent non plus à la situation, mais de réfléchir et puis de voir avec le patient. C'est là aussi où on prend conscience que en termes d'addiction, ça prend énormément de temps. Les changements comportementaux prennent énormément de temps, en fait. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'on va faire un point, on va faire une évaluation, on va tenir compte de tous les éléments de l'histoire de la personne, de son environnement, de à quoi lui sert le produit, de qu'est-ce qu'on risque à lui faire lâcher aussi le produit, parce que le produit sert à quelque chose, et comment on va s'y prendre petit à petit pour y aller pas à pas, parce que du jour au lendemain, la personne ne va pas pouvoir réussir à arrêter sa consommation. Enfin, c'est très délicat, et petit à petit, on va s'ajuster, et puis on va évoluer avec la personne progressivement. Vous, docteur Paye-Bernard, vous buvez ou pas ? Pas du tout. Vous ne buvez pas d'alcool ? Je bois pas d'alcool, je n'aime pas ça, par goût. Okay. Je n'aime pas ça. Et alors, donc, quand vous êtes invité à un anniversaire, un dîner, j'imagine que vous avez une relation sociale comme oui. tout le monde, voilà. Oui. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous apportez vos boissons ? Qu'est-ce que vous dites ? Alors, parfois, je peux les amener, la plupart du temps, non. Bon, c'est vrai que maintenant, à mon âge, les gens commencent à me connaître. Mais j'ai connu beaucoup la pression sociale, t'es pas drôle, voilà, tu sais pas ce que tu perds. Mais bon, c'est sûr que par mon métier, j'ai pas eu de difficulté par rapport à ça, parce que j'ai toujours été très claire. Et puis je vais répondre un peu, je vais répondre un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que rapidement, je vais pas avoir envie qu'on m'embête, puis je suis assez sûre de moi, donc je vais peut-être renvoyer un peu trash, et pourquoi c'est si important, fiche-moi la paix. Je vais être un peu, voilà. Bon, c'est une déformation professionnelle. Moi, ça me pose pas de problème, mais même je vais être un peu coquine. Je vais attendre les gens un petit peu au tournant, et puis je vais essayer de placer mon petit discours de prévention tant que j'y suis. Mais bon. Alors oui, mais là, ça casse l'ambiance. Je veux dire, au cocktail dînatoire, je sais pas quoi, de je ne sais quoi. Non, justement. Le premier verre, il y a déjà des risques neurotoxiques, cancer du sein. Non, bien sûr, je vais pas le dire comme ça. Non, je vais pas le dire comme ça, bien sûr. Et alors, vous buvez quoi ? Parce qu'en fait, il y a un vrai problème, je pense, quand même réel, de choix, de récit, encore une fois, sur le sans-alcool. C'est vrai que moi, les rares... Enfin, il y a eu finalement 2 fois dans ma vie, un peu d'avant, où j'ai arrêté de boire, c'était quand j'étais enceinte. Oui. Bon, il y a vraiment un problème de choix d'alcool, enfin de boisson. Quand on n'a pas envie de boire ou qu'on ne boit pas d'alcool, qu'est-ce qu'on boit ? Vous buvez quoi, vous ? Il y a pas mal de choix quand même entre les jus de fruits, les sodas, c'est vrai que c'est assez sucré, mais maintenant il y a des tas de mocktails. On peut faire des tas de mocktails qui sont assez intéressants. Là récemment, le sans-alcool se développe énormément. Ça c'est vrai. Donc c'est bien. Mais sinon, on peut faire même des jus de fruits, des fruits pressés. Rien que dans le choix des jus de fruits, on a quand même un choix assez varié autour de nous. Et rien qu'avec des jus de fruits, on peut se faire un cocktail sans alcool assez intéressant. Ou avec une eau pétillante citronnée, avec un petit peu de gingembre. Ça fait une sorte de champagne sans alcool. J'ai jamais trouvé ça compliqué finalement. Finalement, encore une fois, c'est toute une prise de recul et un travail sur soi à faire en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut faire changer les choses sociétalement ? Peut-être pour terminer notre discussion, comment est-ce qu'on va vraiment faire changer les choses ? Déjà, la consommation d'alcool diminue en France, mais aussi dans beaucoup de pays industrialisés. La consommation a énormément diminué de plus de 60%, notamment parce que chacun d'entre nous ne boit plus de vin tous les jours à table. Donc c'est ça qui a énormément chuté. Mais je crois qu'il faut continuer à informer
informer les personnes. On peut le faire de plus en plus et c'est tant mieux. Faire de l'éducation à la santé, ça c'est mon truc, c'est-à-dire donner les bonnes informations. Et ensuite, on s'aperçoit que les personnes, naturellement, font les bons choix pour leur santé. Parce que je crois qu'on est tous assez sensibles à ça maintenant. Se faire du bien, prendre du temps, faire du sport, bien manger. Et du coup, l'alcool, j'espère, va rentrer dans cette vision-là des choses parce qu'on va pouvoir donner les vraies informations aux personnes sans diaboliser. Et qu'elles puissent savoir combien je souhaite consommer ou pas, quel alcool, qu'est-ce que je prends comme risque ou pas pour ma santé et comment je choisis. Voilà. Cette notion de consentement éclairé de consommation. Voilà. Ça devienne un choix éclairé et plus une contrainte avec toute cette charge de culpabilité, de jugement qui est vraiment étonnante. Étonnante, oui, non, on comprend. Oui, mais qui n'a pas lieu d'être. Mais qui n'a pas lieu d'être, ouais. Si on pouvait sortir de ça, ce serait magnifique. Merci beaucoup Christelle, c'était vraiment passionnant de discuter avec vous. Je rappelle votre livre, donc Mieux se protéger de la dépendance à l'alcool aux éditions Duno. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors vous avez vu, on a encore énormément à faire sur la prise de conscience dans notre rapport à l'alcool. On est bien plus dépendant qu'on ne le croit et l'alcool a une place encore prépondérante dans la vie de tout un chacun. Alors personnellement, j'ai quand même grand espoir dans la nouvelle génération qui se détache totalement de la représentation culturelle un peu dépassée de l'alcool qui rend cool. Allez, cheers, un bon verre d'eau et à bientôt. Salut!